Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours rêvé de voyager dans le temps, et particulièrement dans le passé. Si je suis attirée par le passé, ce n'est pas que je ne suis pas bien dans mon époque. Au contraire, je suis heureuse d'avoir derrière moi des milliers d'années d'histoire et d'humanité. Et je me sens plus humaine d'en explorer les traces. Je me sens comme le maillon d'une longue chaîne. Je suis un centre de connexion de connaissances, de pensées, de souvenirs, de sensations, de sentiments. Je suis le produit de milliers d'années d'histoire. Et par le souvenir, je peux être ici, maintenant, ou là-bas, il y a 2000 ans. Je sédimente les couches d'humanité. En moi vivent les morts qu'on n'oublie pas. Et la lecture, comme aimait à le répéter Umberto Eco, est comme une immortalité à rebours. Et il ajoutait, celui qui ne lit pas, arrivé à 70 ans, n'aura vécu qu'une vie, la sienne. Celui qui lit en aura vécu au moins 5000. Alors je m'assois et je plonge dans Aria Marcella. C'est une invitation au voyage. Je suis à Naples. Le Vésuve dessine son cône sombre sur la baie étincelante. Il fait une de ces heureuses journées où par l'éclat du soleil et la transparence de l'air, les objets prennent des couleurs qui paraissent appartenir plutôt au monde du rêve qu'à celui de la réalité. C'est une nouvelle adressée par le poète impeccable, le parfait magicien S. lettres françaises, le très cher et très vénéré maître de Baudelaire, Théophile Gautier. Trois jeunes gens, trois amis qui avaient fait ensemble le voyage d'Italie, visitaient l'année dernière le musée des Studi, à Naples, où l'on a réuni les différents objets antiques exhumés des fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Ils s'étaient répandus à travers les salles et regardaient les mosaïques, les bronzes, les fresques détachées des murs de la ville morte, selon que leurs caprices les éparpillaient, et quand l'un d'eux avait fait une rencontre curieuse, il appelait ses compagnons avec des cris de joie, au grand scandale des Anglais taciturnes et des bourgeois posés, occupés à feuilleter leurs livrets. Mais le plus jeune des trois, arrêté devant une vitrine, paraissait ne pas entendre les exclamations de ses camarades, absorbé qu'il était dans une contemplation profonde. Ce qu'il examinait avec tant d'attention, c'était un morceau de cendre noire coagulée portant une empreinte creuse. On eût dit un fragment de moule de statue, brisé par la fonte. L'œil exercé d'un artiste y eût aisément reconnu la coupe d'un sein admirable et d'un flanc aussi pur de style que celui d'une statue grecque. L'on sait, et le moindre guide du voyageur vous l'indique, que cette lave, refroidie autour du corps d'une femme, en a gardé le contour charmant. Grâce au caprice de l'éruption qui a détruit 4 villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis 2000 ans bientôt, est parvenue jusqu'à nous. La rondeur d'une gorge a traversé les siècles, lorsque tant d'empires disparus n'ont pas laissé de traces. Ce cachet de beauté, posé par le hasard sur la scorie d'un volcan, ne s'est pas effacé. Voyant qu'il s'obstinait dans sa contemplation, les deux amis d'Octavien revinrent vers lui, et Max, en le touchant à l'épaule, le fit tressaillir comme un homme surpris dans son secret. Évidemment, Octavien n'avait entendu venir ni Max ni Fabio. « Allons, Octavien, dit Max, ne t'arrête pas ainsi des heures entières à chaque armoire, où nous allons manquer l'heure du chemin de fer et nous ne verrons pas Pompéi aujourd'hui. » Les trois amis quittent le musée et se transportent à Pompéi, cité antique.
Il faisait une de ces heureuses journées si communes à Naples, où par l'éclat du soleil et la transparence de l'air, les objets prennent des couleurs qui semblent fabuleuses dans le nord, et paraissent appartenir plutôt au monde du rêve qu'à celui de la réalité. Quiconque a vu une fois cette lumière d'or et d'azur en emporte au fond de sa brume une incurable nostalgie. La ville ressuscitée, ayant secoué un coin de son linceul de cendres, ressortait avec 1000 détails sous un jour aveuglant. Le Vésuve découpait dans le fond son cône sillonné de stries de lave bleue, rose, violette, mordorées par le soleil. Un léger brouillard, presque imperceptible dans la lumière, encapuchonnait la crête écimée de la montagne. Au premier abord, on eût pu le prendre pour un de ces nuages qui, même par les temps les plus sereins, estompent le front des pics élevés. En y regardant de plus près, on voyait de minces filets de vapeur blanche sortir du haut du mont comme des trous d'une cassolette et se réunir ensuite en vapeur légère. Le volcan, d'humeur débonnaire ce jour-là, fumait tout tranquillement sa pipe, et sans l'exemple de Pompéi enseveli à ses pieds, on ne l'aurait pas cru d'un caractère plus féroce que Montmartre. De l'autre côté, de belles collines, aux lignes ondulées et voluptueuses comme des hanches de femmes, arrêtaient l'horizon. Et plus loin, la mer, qui autrefois apportait les birèmes et les trirèmes sous les remparts de la ville, tirait sa placide barre d'azur. L'aspect de Pompéi est des plus surprenants. 2 pas vous mènent de la vie antique à la vie moderne, et du christianisme au paganisme. Aussi, lorsque les 3 amis virent ces rues où les formes d'une existence évanouie sont conservées intactes, éprouvèrent-ils, quelque préparés qu'ils y fussent par les livres et les dessins, une impression aussi étrange que profonde. Octavien surtout semblait frappé de stupeur et suivait machinalement le guide d'un pas de somnambule, sans écouter la nomenclature monotone et apprise par cœur que ce faquin débitait comme une leçon. Il regardait d'un œil effaré ces ornières de chars creusées dans le pavage cyclopéen des rues et qui paraissent dater d'hier tant l'empreinte en est fraîche. Ces inscriptions tracées en lettres rouges d'un pinceau cursif sur les parois des murailles, affiches de spectacles, demandes de location, formules votives, enseignes, annonces de toutes sortes, curieuses comme le serait dans 2000 ans, pour les peuples inconnus de l'avenir, un pan de mur de Paris retrouvé avec ses affiches et ses placards. Ces maisons aux toits effondrés laissant pénétrer d'un coup d'œil tous ces mystères d'intérieur, tous ces détails domestiques que négligent les historiens et dont les civilisations emportent le secret avec elles, ces fontaines à peine taries, ce forum surpris au milieu d'une réparation par la catastrophe, ces temples voués à des dieux passés à l'état mythologique et qui alors n'avaient pas un athée, ces boutiques où ne manque que le marchand, ces cabarets où se voit encore sur le marbre la tache circulaire laissée par la tasse des buveurs, cette caserne aux colonnes peintes d'ocre et de minium que les soldats ont égratignées de caricatures de combattants, et ces doubles théâtres de drames et de chants juxtaposés, qui pourraient reprendre leur représentation si la troupe qui les desservait, réduite à l'état d'argile, n'était pas occupée, peut-être, à lutter le bondon d'un tonneau de bière ou à boucher une fente de mur. Le guide conduisit ensuite les 3 amis à travers les cultures qui recouvrent les portions de Pompéi encore ensevelies, à l'amphithéâtre situé à l'autre extrémité de la ville. Ils marchèrent sous ces arbres dont les racines plongent dans les toits des édifices enterrés, en disjoignent les tuiles, en fendent les plafonds, en disloquent les colonnes, et passèrent par ces champs où de vulgaires légumes fructifient sur des merveilles d'art, matérielles images de l'oubli que le temps déploie sur les plus belles choses. Après avoir arpenté l'amphithéâtre, ils revinrent sur leurs pas, gagnèrent par un chemin de traverse la rue de la Fortune, écoutant d'une oreille distraite le Cicérone qui, en passant devant chaque maison, la nommait du nom qui lui a été donné lors de sa découverte, d'après quelques particularités caractéristiques. La maison du taureau de bronze, la maison du faune, la maison du vaisseau, le temple de la Fortune, la taverne de la Fortune, à l'angle de la rue consulaire, l'académie de musique, le four banal, la pharmacie,
la boutique du chirurgien, la douane, l'habitation des Vestales, l'auberge d'Albinus, les thermopoles, et ainsi de suite jusqu'à la porte qui conduit à la voie des tombeaux. Ils arrivèrent ainsi à la villa d'Arius Diomède, une des habitations les plus considérables de Pompéi. On y monte par des degrés de briques, et lorsqu'on a dépassé la porte flanquée de 2 petites colonnes latérales, on se trouve dans une cour semblable au patio qui fait le centre des maisons espagnoles et mauresques. Le pavé de cette cour est une mosaïque de briques et de marbre blanc, d'un effet doux et tendre à l'œil. Dans le milieu, un bassin de marbre quadrilatère, qui existe encore, recevait les eaux pluviales qui dégoûtaient du toit du portique. Cela produit un singulier effet d'entrer ainsi dans la vie antique et de fouler avec des bottes vernies des marbres usés par les sandales et les cothurnes des contemporains d'Auguste et de Tibère. Le Cicérone les promena dans l'exèdre ou salon d'été, ouvert du côté de la mer pour en aspirer les fraîches brises. C'était là qu'on recevait et qu'on faisait la sieste pendant les heures brûlantes, quand soufflait ce grand zéphyr africain chargé de langueur et d'orage. Il les fit entrer dans la basilique, longue galerie à jour qui donne de la lumière aux appartements et où les visiteurs et les clients attendaient que le nomenclateur les appelât. Il les conduisit ensuite sur la terrasse de marbre blanc, d'où la vue s'étend sur les jardins verts et sur la mer bleue. Puis il leur fit voir le nymphéum, ou salle de bain, avec ses murailles peintes en jaune, ses colonnes de stuc, son pavé de mosaïque et sa cuve de marbre qui reçut tant de corps charmants évanouis comme des ombres. Le cubiculum, où flottèrent tant de rêves venus de la porte d'ivoire, et dont les alcôves pratiquées dans le mur étaient fermées par un conopéum ou rideau dont les anneaux de bronze gisent encore à terre. Le tétrastyle ou salle de récréation, la chapelle des dieux l'art, le cabinet des archives, la bibliothèque, le musée des tableaux, le gynécée ou appartement des femmes, composé de petites chambres en partie ruinées, dont les parois conservent des traces de peinture et d'arabesques, comme des joues dont on a mal essuyé le fard. Cette inspection terminée, ils descendirent à l'étage inférieur, et ils arrivèrent enfin à une espèce de cave ou de cellier dont la destination était clairement indiquée par 8 amphores d'argile dressés contre le mur et qui avaient dû être parfumés de vin de Crète, de Falerne et de Massique comme des eaux d'Horace. Un vif rayon de jour passait par un étroit soupirail obstrué d'orties, dont il changeait les feuilles traversées de lumière en émeraude et en topaze. Et ce gai détail naturel souriait à propos à travers la tristesse du lieu. C'est ici, dit le Cicérone de sa voix nonchalante, dont le ton s'accordait à peine avec le sens des paroles, que l'on trouva, parmi 17 squelettes, celui de la dame dont l'empreinte se voit au musée de Naples. Elle avait des anneaux d'or, et les lambeaux de sa fine tunique adhéraient encore aux cendres tassées qui ont gardé sa forme. Les phrases banales du guide causèrent une vive émotion à Octavien. Il se fit montrer l'endroit exact où ces restes précieux avaient été découverts. Et s'il n'eût été contenu par la présence de ses amis, il se serait livré à quelque lyrisme extravagant. Sa poitrine se gonflait, ses yeux se trempaient de furtives moiteurs. Cette catastrophe, effacée par 20 siècles d'oubli, le touchait comme un malheur tout récent. La mort d'une maîtresse ou d'un ami ne l'eût pas affligé davantage, et une larme en retard de 2000 ans tomba, pendant que Max et Fabio avaient le dos tourné, sur la place où cette femme, pour laquelle il se sentait pris d'un amour rétrospectif, avait péri, étouffée par la cendre chaude du volcan. « Assez d'archéologie comme cela !» s'écria Fabio. « Nous ne voulons pas écrire une dissertation sur une cruche ou une tuile du temps de Jules César. » Octavien regrettait fort de ne pas s'être trouvé à Pompéi le jour de l'éruption du Vésuve pour sauver la dame aux anneaux d'or et mériter ainsi son amour. La nuit tombe sur Pompéi et les 3 amis vont dîner dans une osteria en buvant du vin de Falerne. La conversation entre jeunes gens qui, le cigare à la bouche, le coude sur la table,
regarde un certain nombre de flacons vidés, surtout lorsque le vin est capiteux, ne tarde pas à tourner sur les femmes. Chacun exposa son système, dont voici à peu près le résumé. Fabio ne faisait cas que de la beauté et de la jeunesse. Voluptueux et positif, il ne se payait pas d'illusions et n'avait en amour aucun préjugé. Une paysanne lui plaisait autant qu'une duchesse, pourvu qu'elle fût belle. Max, moins artiste que Fabio, n'aimait, lui, que les entreprises difficiles, que les intrigues compliquées. Il cherchait des résistances à vaincre, des vertus à séduire, et conduisait l'amour comme une partie d'échecs, avec des coups médités longtemps, des effets suspendus, des surprises et des stratagèmes dignes de Polybe. Pour Octavien, il avouait que la réalité ne le séduisait guère. Non qu'il fît des rêves de collégien tout pétris de lys et de roses, comme un madrigal de Moustier, mais il y avait autour de toute beauté trop de détails prosaïques et rebutants, trop de pères radoteurs et décorés, de mères coquettes, portant des fleurs naturelles dans de faux cheveux, de cousins rougeaux et méditant des déclarations, de tantes ridicules amoureuses de petits chiens. Une gravure à l'aquatinte, d'après Horace Vernet ou de La Roche, accrochée dans la chambre d'une femme, suffisait pour arrêter chez lui une passion naissante. Plus poétique encore qu'amoureux, il demandait une terrasse de l'Isola Bella sur le lac Majeur, par un beau clair de lune, pour encadrer un rendez-vous. Il eût voulu enlever son amour du milieu de la vie commune et en transporter la scène dans les étoiles. Aussi s'était-il épris tour à tour d'une passion impossible et folle pour tous les grands types féminins conservés par l'art ou l'histoire. Comme Faust, il avait aimé Hélène, et il aurait voulu que les ondulations des siècles apportassent jusqu'à lui une de ces sublimes personnifications des désirs et des rêves humains, dont la forme, invisible pour les yeux vulgaires, subsiste toujours dans l'espace et le temps. Il s'était composé un sérail idéal avec Sémiramis, Aspasie, Cléopâtre, Diane de Poitiers, Jeanne d'Aragon. Quelquefois aussi il aimait des statues, et un jour, en passant au musée devant la Vénus de Milo, il s'était écrié « Oh, qui te rendra les bras pour m'écraser contre ton sein de marbre ?» À Rome, la vue d'une épaisse chevelure nattée, exhumée d'un tombeau antique, l'avait jeté dans un bizarre délire. Il avait essayé, au moyen de 2 ou 3 de ses cheveux obtenus d'un gardien séduit à prix d'or, et remis à une somnambule d'une grande puissance, d'évoquer l'ombre et la forme de cette morte. Mais le fluide conducteur s'était évaporé après tant d'années, et l'apparition n'avait pu sortir de la nuit éternelle. Comme Fabio l'avait deviné devant la vitrine des Studi, l'empreinte recueillie dans la cave de la villa Darius Diomède excitait chez Octavien des élans insensés vers un idéal rétrospectif. Il tentait de sortir du temps et de la vie et de transposer son âme au siècle de Titus. Max et Fabio se retirèrent dans leur chambre et, la tête un peu alourdie par les classiques fumées du Falerne, ne tardèrent pas à s'endormir. Octavien, qui avait souvent laissé son verre plein devant lui, ne voulant pas troubler par une ivresse grossière l'ivresse poétique qui bouillonnait dans son cerveau, sentit à l'agitation de ses nerfs que le sommeil ne lui viendrait pas, et sortit de l'Osteria à pas lents pour rafraîchir son front et calmer sa pensée à l'air de la nuit. Ses pieds, sans qu'il en eût conscience, le portèrent à l'entrée par laquelle on pénètre dans la ville morte. Il déplaça la barre de bois qui la ferme et s'engagea au hasard dans les décombres. Je vous ai lu la première partie de la nouvelle de Théophile Gautier, Aria Marcella, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.